sport. Ouais, Charles-Antoine, c'est un débat là, qui, juste à la veille du début de la saison de la NFL, c'est un débat qui secoue le football. Une étude sur la proportion de joueurs décédés dans certains cas assez jeunes, qui avaient le fameux syndrome des coups à la tête. Ouais, le ETC, encéphalopathie traumatique chronique, qu'on ne peut détecter seulement qu'après le décès, lorsque le joueur en question, l'être humain, a décidé de céder son cerveau. On a eu dans le hockey là, qui ont fait analyser leur cerveau après le décès. Oui, c'est fréquent, c'est récurrent, c'est pas une nouvelle information, mais c'est une étude longitudinale de joueurs de la NFL décédés entre 2016 et 2021. Je mets ces dates en surbrillance pour vous dire qu'ils sont décédés dans ces années-là. Donc, c'est souvent des joueurs qui avaient 50, 60, 70, parfois 40 ans, mais qui avaient joué à une autre époque. Donc, le fait de savoir que 1 sur 4 joueurs décédés souffraient de l'ETC, c'est important. Donc, je ne veux pas minimiser cette nouvelle qui a été reprise. 1 sur 4, c'est beaucoup. Là. C'est beaucoup, exact. Ce sont des joueurs de la NFL. L'éducation, la prise de conscience, elle est toujours très importante dans ce dossier, mais elle a également déjà été faite. Donc, c'est qu'on a de nouvelles données qui confirment ce qu'on a parlé abondamment. Tu te souviens, il y a 10-15 ans, lorsqu'il y avait un méga nuage noir au-dessus de la tête du football, mais également des autres sports de contact. Donc, je voulais simplement contextualiser ces données, publiées hier par un groupe dans la région de Boston, pour rappeler aux gens, rappeler aux parents notamment, parce que ça, souvent, ça déclenche la crainte, la peur du sport de contact. Depuis, on a ajouté énormément de réglementations, des nouveaux casques, des nouveaux protecteurs de casques, des nouvelles façons d'aborder le football, une nouvelle façon de plaquer, une nouvelle façon de protéger la tête. Je dis au football, dans tous les sports, les fameux protocoles de retour au jeu, les protocoles de détection de commotion cérébrale, l'obligation d'un thérapeute sportif certifié lors de tous les entraînements, lors de tous les matchs, ce qui n'était pas en place jusqu'à il y a 10 ans. Mais ne serait-ce que le fait que dans la plupart des sports maintenant, c'est plus le coach qui décide. Il y a eu un coup à la tête, je le fais jouer pareil. Là. Ouais, t'as été sonné. Il y a un médecin extérieur qui arrive puis qui dit tel joueur, là, il peut plus jouer. Faut qu'il s'en vienne derrière, faut que j'aille le rencontrer avant de donner le feu vert. Exact. Donc, quand on observe un coup à la tête du côté des ligues, c'est un médecin extérieur qui un observateur indépendant. Mais c'est le cas également, bon, peut-être à plus petite échelle, dans le sport amateur maintenant, puisque jusqu'à il y a 10-15 ans, c'était un entraîneur bénévole. Il va être bon. T'es correct, t'es sonné un peu, mais ça fait partie de la game, t'es tough, on continue, ou le joueur lui-même qui mentait sur ses symptômes parce qu'il voulait demeurer dans le match. Donc, il y a eu un progrès colossal qui a été effectué depuis 10-15 ans. Les sports de contact et le football, en l'occurrence, ne sont plus du tout pratiqués de la même façon. Avant, c'était valorisé de faire un gros contact avec la tête, de se projeter dans l'adversaire. C'était galvanisant pour une équipe de voir un joueur frapper l'adversaire à la tête et qu'il reste au sol. Ce n'est plus du tout le cas. La tête, à toute fin pratique, a été retirée du sport. J'ajoute dans la progression également le rôle du flag football. On en parle de plus en plus. Ça va être aux Jeux olympiques. C'est pas par hasard là, que le flag football a explosé un peu partout, notamment aux États-Unis en prévision des Jeux de 2028. C'est la NFL qui savait très bien qu'on devait convaincre les parents qu'en bas âge, il faut protéger les jeunes tout en les développant dans la même pyramide qui peut mener un jeune au football. Est-ce qu'il a besoin de frapper lorsqu'il a 5, 6, 7 ans? La réponse est claire, c'est non. Mais est-ce que le flag football peut te permettre de développer les capacités, les aptitudes de lecture capter, de jeu, d'attraper le ballon, de le lancer, de faire des feintes? Oui, donc c'est clair, là, c'est la NFL qui propulse le flag football, soyons honnêtes, et c'est probablement la plus grosse machine marketing en Amérique du Nord, la NFL. Donc ça, c'est l'élément progression dans les 10-15 dernières années. Et comme dans tout dans la vie, il y a toujours un facteur de risque. Lorsqu'on part en voyage, demeure quand même qu'il y a un risque, qu'il y a un accident et tout. Il faut prendre les décisions en conséquence ou en fonction justement du risque, mais aussi des bénéfices. Parce que les sports, et surtout les sports de contact, ont été célébrés il y a 15 ans, notamment par les directions scolaires. On se donnait des high-fives partout parce qu'on créait des programmes de football qui permettaient de raccrocher des jeunes qui avaient parfois un profil un petit peu plus problématique à l'école, où est-ce qu'on n'était pas capable de canaliser l'agressivité chez les jeunes. Le football a été célébré par les directions d'école. Ce sport-là, le hockey, parce que si vous regardez les chiffres de la NCAA, qui est un organisme qui donne quand même un échantillon complet des différentes disciplines, les quantités
en relatif, pas en absolu, là, en relatif de commotion cérébrale sont très, très élevés dans à peu près tous les sports. Le rugby, le basketball féminin, le soccer féminin, le hockey masculin et féminin. C'est sûr qu'en absolu, le football va être toujours devant parce que tu as 60 joueurs par équipe. Donc, c'est clair qu'au total, il y en aura plus. Mais si vous regardez les autres sports, ça fait partie du risque, ça fait partie de l'enjeu. Mais là, lorsque un jeune participe à une de ces disciplines, il développe quoi? Il y a le risque, oui, mais il développe un leadership exceptionnel, la capacité de recevoir du feedback, la capacité d'être coaché, la capacité de travailler en équipe, de côtoyer les gens de milieux socio-économiques différents. Au football, tu nous dis comment on peut garder tout le bon en minimisant les risques. Ben exactement, et garder en tête tout ce que ça amène à un jeune, parce qu'un leader dans une équipe risque de devenir un leader dans la société. Il va développer des acquis, la gestion du stress, le fait de travailler en équipe dans des moments chargés. Quand tu es dans le sport, tu as l'impression que tout le monde a l'acquisition de ces composantes personnelles jusqu'à ce que tu arrives dans la réalité et que tu te rends compte que c'est pas tout le monde qui a été exposé à ce genre de contexte particulier. Donc, on demande aux jeunes de mieux répondre à la critique. D'être capable de gérer des moments de douleur physique, de douleur psychologique, d'être capable de se relever après un échec. Ce sont tous des apprentissages qui sont souvent transmis dans le sport et dans le sport d'équipe. Donc, c'était simplement pour dire oui, prenons en compte ces données qui sont alarmantes, mais sans tout jeter à la poubelle ce qui vient de positif avec des sports parfois qui taxent le système puis qui nous challenge. Toi, t'as été dans le football universitaire québécois un receveur de passe étoile, mais les receveurs de passe, là, quand tes deux mains et tes yeux sont concentrés sur aller chercher un ballon difficile, il reste plus grand-chose pour te protéger du coup qui s'en vient. Là, les receveurs de passe se font ramasser des fois solides. Ça t'es-tu arrivé d'avoir des coups à la tête où tu te dis « Oups! » Moi, j'étais comme un pied de chaque côté, justement, de ce dossier. C'est-à-dire que la prévention débutait, mais on n'avait pas encore toutes les données. Donc, oui, mais non. J'ai été quand même relativement épargné. Je m'en suis bien tiré, mais on ne savait pas tout ce qu'on savait aujourd'hui. Et moi, j'étais à une époque où frapper l'adversaire pour le punir, pour lui faire mal, était très, très valorisé. Maintenant, il y a un code d'éthique et il y a un respect défensif que là, on n'essaie pas de blesser l'adversaire parce que ça ne fait que nuire à l'image de notre sport. Ouais. Donc, il y a eu un progrès complètement fou. Ce n'est pas du tout la même discipline 15 ans plus tard. Merci beaucoup.